La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Eh bien, notre grande interrogation du jour, géopolitique, les crimes de la France et de l'OTAN en Afrique, qui pour juger les auteurs? En tout cas, nous nous interrogeons. Il faut préciser par ailleurs que les secrets ressortent des cartons secret défense des archives. Ni le temps, ni même le secret qui les entoure depuis des décennies n'ont effacé de la mémoire collective l'encre séchée sur ces pages jaunies et sombres de l'histoire entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Massacre de Tiaroy, livraison des armes dans la guerre du Biafra, au réarmement trouble de la métropole dans le génocide du Rwanda, la colonisation, la recolonisation, le néocolonialisme, et bien sûr, le franc CFA. En dépoussiérant, on va le dire ainsi, les archives, la revue 21 rappelle ces inavouables crimes français en Afrique et pose par la même occasion l'épineuse question de la déclassification des archives françaises. Si les murs de l'Élysée pouvaient parler, ils nous dirait tant. Pour l'heure, ce sont ces archives qui parlent, en tout cas pour l'Afrique. Dans son numéro 39 d'automne 2017, eh bien, il faut rappeler que la revue 21 revenait sur les pages sombres de l'histoire franco-africaine avec un dossier intitulé « Nos crimes en Afrique ». 3 dossiers sont exhumés en dépoussiérant les cartons secrets défense des archives françaises. On parlera d'abord du Rwanda et l'ordre immoral de réarmer les génocidaires. On ne l'a jamais oublié, sous la lumière tamisée du sous-sol des archives, 2 hauts fonctionnaires sont chargés d'éplucher entre 1990 et 1994 des documents se rapportant à l'Afrique. Mais face à l'horreur retranscrite sur les pages, ils referment immédiatement les cartons. Qu'ont-ils vu? Eh bien, on ne va pas également oublier que le Rwanda parle d'1 200 000 personnes qui sont mortes lors du génocide et pendant ce temps, les Nations Unies nous parlent de 800 000 personnes. Oui, ce crime toujours sur le dos de la France. Sénégal, on ne va pas également oublier les tombes sans nom des tirailleurs massacrés à Tiaroy. Qui ne connaît pas justement cette date de décembre 1944? Tout le monde. En tout cas, elle reste encore fraîche dans les mémoires. Ils sont des centaines de soldats qui ont lutté pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été massacrés justement à Tiaroy. On ne va pas également oublier le Biafra, la sale guerre de la France. Oui, en mai 1967, le Biafra a l'audace de déclarer son indépendance du Nigeria. La guerre fait rage entre la nouvelle République sécessionniste et la République fédérale ouest-africaine. Des milliers de civils, particulièrement des enfants, tombent sous les balles ou meurent de faim. Tout cela causé par la France. Le géant africain est alors en ligne de mire de la France, de Gaulle et de Jacques Foccart qui souhaitent affaiblir le géant anglophone d'Afrique de l'Ouest. Quelques temps plus tôt, eh bien, la Pétro-République fédérale avait contesté le tir nucléaire français datant de 1960 et avait même expulsé des officiels de la métropole. Par vengeance, depuis la cellule Afrique de l'Élysée, eh bien, la France-Afrique active ses réseaux et met en place un réseau clandestin de livraison d'armes au Biafra. Des crimes comme ça sur le continent, il y en a légion. Ils sont d'ailleurs légion commis par la France et sans oublier le temps. Pour répondre à nos questions au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, bien, Albert Anatola ici, il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous Steve Jolongos, je salue vos nombreux téléspectateurs, je parle des téléspectateurs de Panafricanist TV. Je salue particulièrement ce matin, n'est-ce pas, le peuple tchadien, le peuple malien, le peuple burkinabé, mais surtout et davantage tous ces peuples-là qui se battent à travers le monde. Je parle du peuple noir, surtout la race noire qui est détestée. Je les salue spécialement ce matin. Ce qui s'est passé c'est le week-end dernier, notamment samedi et dimanche, du côté du Tchad, nous montre que le panafricanisme, je veux dire l'Harmattan noir, la vague de l'Harmattan noir est en marche. Et je crois qu'il est important qu'il y ait une montée en puissance justement de cet éveil de conscience, de cette masse critique, pour que ceux qui ont l'art de nous comprendre que le langage de la violence, de la force, comprennent que les temps sont révolus. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin, Albert Anatola, ici, justement notre grande interrogation. Géopolitique, les crimes de la France et de l'OTAN en Afrique,
qui pour juger les auteurs? Les crimes sont légion sur le continent africain, commis par la France et l'OTAN. Une grande interrogation pour les Africains. Qui va juger les auteurs? Avant de répondre à cette question, il faut quand même établir et convoquer les éléments historiques, éventuellement les auteurs de ces crimes que vous convoquez. Nous allons commencer par entrer dans le placard de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été créé en 1949. À cette époque-là, la plupart des Africains, je veux dire des États africains, étaient sous l'emprise justement des pays fondateurs, n'est-ce pas, de cette organisation politico-militaire. Parmi ces pays, vous aviez entre autres le Royaume-Uni, la France, l'Italie et la Belgique. Bien évidemment, lorsqu'on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis qui sont derrière. Et dans le contexte des indépendances, je veux dire en 1960, il y a eu plusieurs événements politiques liés à l'éveil, je veux dire à l'émancipation des peuples africains qui ont engagé des combats de libération. Et ces combats de libération ont été matés dans le sang par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à travers la CIA. Je voudrais quand même vous projeter notamment dans les événements du Katanga, à l'aube justement du combat lumbumbiste. Oui. Et c'est la CIA qui est venue au secours justement de la Belgique pour pratiquement massacrer les forces régulières, je parle des forces congolaises. Je voudrais en même temps, dans cette dynamique, dans cette foulée, vous rappeler que en 1967 déjà, un commun combat de Rougeté Mémoire, qui est l'un des précurseurs du panafricanisme, nous indiquait déjà que l'OTAN avait 17 bases aériennes sur le continent africain, 9 bases navales sur le continent africain, 3 sites justement de lancement des missiles intercontinentaux sur le continent africain et un site, n'est-ce pas, d'expérimentation d'armes nucléaires sur le continent africain, notamment en Afrique du Nord. Nous sommes là en 1967. Bon, si vous avez ces chiffres en 1967 et dans le contexte du néocolonialisme et de l'impérialisme, ça veut donc dire que ces chiffres ont été décuplés sur le continent africain. Il y a une entité que vous appelez AFRICOM. Pour certains observateurs, nombre d'analystes pensent d'ailleurs que AFRICOM, c'était un incubateur, n'est-ce pas, de coup d'État. Et depuis l'existence justement de l'AFRICOM, il y a d'autres analystes qui nous informent que l'AFRICOM a planifié, encadré et provoqué plus de 13 coups d'État sur le continent africain. Et l'OTAN, est présent sur le continent africain au travers l'aide, je veux dire les formations militaires, au travers l'assistance humanitaire. Voilà donc la camisole qui s'utilise pour venir sur le continent africain. L'OTAN a été très très présent dans une mémoire, dans une époque très récente. L'OTAN a été présente en Libye. Et nous savons quel crime l'OTAN a perpétré en Libye. D'abord la destruction, n'est-ce pas, du pays de l'État libyen, qui avait un indice humain, qui avait l'indice humain le plus développé sur le continent africain, qui n'avait pas de problèmes économiques, qui n'avait pas de problèmes d'ordre social. Avec dans la foulée l'assassinat de son guide libyen, Muammar Kadhafi. Un crime qui devrait, de mon point de vue, être inscrit dans les annales du procès de Nuremberg. Oui. Et je crois qu'il est important, de notre point de vue de panafricaniste, que les juristes africains, l'intelligentsia africaine, la société civile africaine s'approprient ces crimes. Il ne faut pas également oublier, justement, les assassinats n'est-ce pas, comment vous appelez, de Sylvanus Olympio. Il ne faut pas oublier les assassinats du Bissau guinéen et capverdien, Amical Cabral. Oui. Vous ne pouvez pas oublier l'assassinat de Thomas Sankara,
Vous ne pouvez pas oublier l'assassinat de Patrice Lumumba. Ça, c'est tuer la CIA, c'est-à-dire l'une des métastases de l'OTAN qui sont derrière ces crimes. Il s'agit là des précurseurs, il s'agit là des panafricanistes, c'est-à-dire des combattants pour la libération, pour l'éveil justement de l'Afrique, du continent africain, du peuple africain. Quand je le dis, j'ai essayé de prendre dans le contexte africain les crimes de l'OTAN et de la CIA. Je voudrais, il ne faut pas oublier non plus que la CIA a joué un rôle majeur dans la propagande justement de l'apartheid en Afrique du Sud. Et nous connaissons les crimes justement qu'aura commis justement le système d'apartheid en Afrique du Sud. Je ne voudrais pas, il est absolument impératif, il est absolument essentiel que dans ce contexte-là, que les Africains prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités et que ça ne passe nulle part guerre, je veux dire guerre en perte et profit, ou justement au profit de qui? Au profit des auteurs de ces crimes. Il y en a qui, je voudrais non plus qu'on invoque ici, n'est-ce pas, la non-rétroactivité justement de la loi ou du droit en matière justement de la condamnation de ces crimes. Parce que on nous a dit que la loi ne peut pas être rétroactive pour juger justement les criminels de la colonisation, pour juger les criminels de la traite négrière, pour juger les criminels du travail forcé, pour juger les criminels du néocolonialisme. Ils nous ont invoqué la non-rétroactivité du droit. Je pense que ce qui s'est passé donc en Libye, c'est pas très loin, c'est pas très éloigné, ça s'est situé en 2011. Eh bien, il faut donc que ces criminels-là soient jugés. Et ces criminels sont connus. Ils ont un visage français, ils ont un visage américain, ils ont un visage, en tout cas européen et occidental. Jusqu'à preuve de contraire, Albert Anatola, ici, là-bas, du côté de l'Europe, vous avez souligné tout à l'heure 4 pays. Vous parliez de la Belgique, du Royaume-Uni, de la France et bien d'autres pays encore comme les États-Unis. Là-bas, on est toujours en train de sonder les louanges de ceux qui ont provoqué justement la colonisation sur le continent africain et sans oublier la traite négrière. Je voudrais vous faire observer que ces donneurs universels, n'est-ce pas, de leçons, sont en train de soutenir en Ukraine et même de financer la guerre en Ukraine pour que l'Ukraine retrouve ceux qui défendent à certains États africains, c'est-à-dire la souveraineté. Ils soutiennent la souveraineté, n'est-ce pas, de l'Ukraine, mais ils refusent sa souveraineté à la Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, n'est-ce pas, à la Guinée-Conakry, éventuellement, justement, peut-être dans une moindre mesure au Burkina Faso. Donc je pense que nous sommes là dans une contradiction un peu plus extraordinaire. Bien évidemment, on se suit dans une sorte de rapport de force. C'est l'argument qui est généralement mis devant la scène, c'est-à-dire le rapport de force. Mais ce rapport de force qui voudrait que d'un côté, vous ayez ceux qui ont le droit de tuer, d'oppresser, d'opprimer, et qu'ils sont guère poursuivis, comme ce fut le cas des crimes, n'est-ce pas, de la Libye. Oui. Mais qu'à l'inverse, lorsque vous avez un chat, n'est-ce pas, que vous tapez chez vous, tout de suite, il y a un tollé. Il y a un tollé, vous avez la déferlante médiatique. On est également sur cette histoire de Kurzuma. Oui, tout à fait. Tout à fait. Lorsque vous fouettez un chat... Dit-on a maltraité son chat, voilà. Qui désormais, tous les sponsors l'ont abandonné. Vous avez toute une campagne d'émotion, d'indignation sélective qui est entretenue à la fois par les médias que vous connaissez et ensuite par cette leader d'opinion que vous connaissez également. Donc, je crois que dans la perspective de cette reconstruction, la reconstruction de ce nouvel ordre mondial qui s'est dessiné du côté de l'Ukraine, je crois qu'il est important que les Africains, que le continent africain prenne ses responsabilités également. Je constate, d'ailleurs, vous constatez avec moi que l'attitude du continent africain, ou du moins de certains pays du continent africain, face au vote unionien concernant la guerre en Ukraine, donne justement aux membres de l'Union européenne, je parle des États membres de l'Union européenne, de l'OTAN, le droit de faire pression sur certains États africains qui hésitent à condamner
une affaire qui ne les concerne pas. Parce qu'en réalité, la guerre en Ukraine, ça ne concerne pas les Africains. Du moins, pas du point de vue des conséquences, mais du point de vue, je veux dire, des faits historiques. Ça ne concerne pas les... C'est-à-dire qu'il s'agit là, nous sommes dans une situation de cause à effet. C'est-à-dire que Poutine a été agressé, il s'est engagé dans la théorie, il n'a fait que appliquer la théorie la même théorie que les autres ont l'habitude d'appliquer, la théorie de la guerre préventive. Qui sont les théoriciens de la guerre préventive? Naturellement, ce sont les États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui s'offusque de ce que, bien évidemment, la Russie, c'est-à-dire à travers Poutine, applique la même théorie de la guerre préventive, qui est un fait réel, pas un fait, je veux dire, inventé, virtuel, parce que très souvent, les États-Unis ont engagé des guerres préventives sur des bases on ne peut plus erronées, mensongères. Souvenez-vous de la guerre préventive en Irak. On nous a montré en mondovision, n'est-ce pas, la preuve qu'il y avait les armes de destruction massive de ce côté-là. Oui. On a, quelques années plus tard, nous avons eu droit à une convention, à une sorte de confession publique d'un général de l'armée américaine, je parle de Colin Powell, qui s'excusait publiquement d'avoir été induit en erreur dans cette sale guerre. Donc, dès lors, quand je l'ai dit, je pense que je dis le contexte est favorable au continent africain, aux États africains, oui, de pouvoir s'affranchir justement de cette parapluie régulière de l'OTAN, de s'affranchir des jérémiades de l'Union européenne et de la France. Je crois également que pour parler de ces crimes, pour revenir dans la thématique, pour parler de ces crimes-là, oui, j'ai parlé d'abord des crimes de l'OTAN. Maintenant, je veux donc revenir sur les crimes de la France. Vous avez convoqué certains, notamment le massacre de Thiaroye, parce que les crimes de la France, ça se compte par pelleté sur le continent africain. Vous n'avez non seulement les crimes humains, à travers la colonisation, l'esclavage, le néocolonialisme, vous avez également les crimes financiers, vous avez les crimes économiques. Donc, c'est plusieurs crimes. Alors, qui doit les juger? Tout à l'heure, je vous ai dit que de plus en plus, beaucoup de pays africains s'inscrivent dans le non-alignement. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller se mêler des problèmes qui les concernent, ni de près ni de loin. Les problèmes dont les autres sont les auteurs. L'agression des États, oui, des États tiers. Alors, qui doit donc les juger? Je pense que l'Afrique, tout à l'heure, il y a un précédent intervenant qui convoquait la démographie de certains pays, de certains États. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard 400 millions de population avec une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire plus vaste, mieux habité, encore même pas totalement habité que l'Union européenne. Alors, je crois que l'Afrique peut se doter des institutions autonomes. C'est le temps que l'ONU, je parle des institutions onusiennes, n'offre aucune garantie justement d'objectivité lorsqu'il faut sanctionner ou condamner les crimes que, n'est-ce pas, certains États ou certains dirigeants de leurs États commettent dans les États tiers. Il faut donc que l'Afrique se dote des institutions autonomes pour juger des crimes qui sont commis contre ses enfants contre nos États. Je salue, d'ailleurs en passant sur une parenthèse, le fait qu'il y a quelques jours, le gouvernement malien a décidé de convoquer pour le 20 juin un autre criminel, je parle de Jean-Yves Le Drian, pour son fils Thomas Le Drian, pour des crimes économiques commis sur le continent, sur le Mali. C'est à saluer. Et il faut que ces gens-là soient jugés sur le continent africain. Parce que vous avez des Africains qui sont jugés par leur justice, dans leurs tribunaux. Il faut donc que la réciprocité soit désormais établie. Jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même certains qui nous disent qu'ils reconnaissent des crimes, mais qu'ils ne sont pas coupables. Est-ce un jeu de mots ou tout simplement une occasion de nous dire qu'ils ne peuvent pas être jugés? Non, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Déjà, il ne leur appartient pas d'établir qui sont coupables ou non. C'est au terme. Ils disent reconnaître les crimes, mais ils déclarent pas. Reconnaître le crime, ça peut être symbolique. Reconnaître
je pense que lorsqu'ils ont reconnu justement le massacre des Amérindiens, lorsqu'ils ont connu le massacre des Juifs, ce n'était pas de manière symbolique. Ils sont allés plus loin que des déclarations. D'autres symboliques, c'est-à-dire reconnaître et confesser publiquement qu'ils sont désolés de ces crimes qui ont été commis, qu'ils n'assument pas, parce qu'ils n'étaient pas là quand ces crimes ont été commis, oui. Mais vous voyez donc que dans plusieurs situations différentes, ils ont une posture différente selon qu'il s'agit des Locodem et selon qu'il s'agit des Noirs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté à avouer les crimes des Amérindiens, avouer les crimes des Juifs? Parce que justement les Juifs se sont donné les moyens d'exiger des réparations. Il faut donc que les Noirs se donnent des moyens, je ne parle pas à la fois des moyens intellectuels, les moyens juridiques, et des moyens politiques de pouvoir exiger d'abord la reconnaissance de ces crimes et ensuite éventuellement la repentance si c'est nécessaire et pourquoi pas juger les auteurs, même où tout homme on peut juger mort qui a commis des crimes. Donc je crois que c'est essentiel et je crois qu'il nous appartient à nous d'exiger cela. Éventuellement, si ce n'est pas nécessaire, si les auteurs de ces crimes ne sont pas favorables à nos desiderata, à nos exigences, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos responsabilités. Que pensez-vous justement de ces Africains qui déclarent haut et fort que les Occidentaux, je parle bien sûr des Locodem, ne pourront pas se présenter un jour devant un tribunal africain? Je pense que les dynamiques changent. Oui. Les dynamiques changent. L'Afrique de 1960, ce n'est plus l'Afrique de 2022. On vous aurait dit un jour, M. Steve Ngos, même dans vos rêves les plus fous, on vous aurait un jour dit qu'un ambassadeur d'un pays occidental peut être chassé du continent africain. Vous n'aurez jamais cru. Justement. Vous n'aurez jamais cru. Mais ça s'est déjà fait. Il ira mieux que ça. Donc, si on arrive déjà sur le continent africain à chasser un diplomate étranger, je pense que dans les jours pas très lointains, les crimes des Locodem sur le continent africain seront jugés sur le continent africain et ces Locodem comparaîtront. Est-ce que le 20 juin prochain, vous êtes sûr, pour terminer justement cet entretien, que Thomas et Yves Le Drian se présenteront devant le tribunal de la commune 3 du côté de Bamako? Je ne pense pas, dans leur arrogance et condescendance et leur mépris que vous connaissez, qui sont légendaires, ils ne pourront pas comparaître. Ils seront certainement condamnés par défaut ou par contumace. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, c'est la conséquence symbolique de cette condamnation, qui aura un impact sur les contrats des multinationales sur le territoire malien. Désormais, aucun crime ne peut plus être impuni, demeurer impuni de ce côté-là. Ça donne justement l'occasion aux autorités, au gouvernement malien, de prendre ses responsabilités au niveau des contrats concédés aux multinationales. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, justement, c'est de montrer à Mondovision, à la face du monde, que voilà des gens qui nous insultent, qui insultent les Africains, les États africains d'être corrompus, qui nous donnent des leçons de bonne gouvernance, des leçons de respect des droits de l'homme, des démocraties et tutti quanti, mais qui ne sont pas capables de s'assumer, d'assumer leurs actes. C'est ça qui est le plus important. Et je crois que pour moi, c'est une révolution. Et la plupart des actes qui sont posés par le gouvernement malien vont dans le sens de notre rêve, le rêve du panafricanisme, c'est-à-dire le rêve d'une émancipation totale. Merci Albert Alatola ici d'avoir été de nôtre. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève notre parole. Le panafricanisme, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.